journal de 6h. Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est le plus grand incendie de l'été. Plus de 11 000 hectares de végétation partis en fumée depuis hier après-midi dans le massif des Corbières dans l'Aude. 1500 pompiers, d'importants moyens aériens déployés toute la nuit pour lutter contre les flammes. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Maël, bonjour à tous. On l'apprend à l'instant, le sinistre a fait une première victime. Oui, il s'agit d'une femme. C'est un premier bilan provisoire communiqué par la préfecture de l'Aude. 1 mort, 8 blessés. Il y a aussi plusieurs maisons touchées. Alors, cette nuit, cet incendie d'une ampleur exceptionnelle a ralenti sa progression, mais il a déjà parcouru 11 000 hectares de végétation et menace toujours des villages. Plusieurs campings et habitations ont été évacués. À La Grasse, La Palme, des centaines de personnes au total. Le principal axe autoroutier, l'A9 entre la France et l'Espagne, a été coupé. Depuis hier après-midi, 1500 hommes environ, vous l'avez dit, luttent contre les flammes dans un secteur de garrigues, de broussailles, de résineux et de vignes. Des flammes attisées par un vent violent qui a facilité la progression du feu. Dès le lever du jour, des moyens aériens reprendront leur rotation. Hier, jusqu'à la tombée de la nuit, 9 Canadair, 5 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau, soit le maximum des capacités nationales, s'étaient relayés au-dessus du brasier sans parvenir à le maîtriser. Frédéric Michel, et l'autoroute A9, le principal axe routier vers l'Espagne, est coupé dans les deux sens depuis hier soir entre Perpignan et Narbonne. 2500 foyers sont privés d'électricité. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron appelle tous les habitants du secteur concerné à la plus grande prudence. Autre incendie en cours, cette fois dans l'Hérault, à Montagnac, environ 20 hectares parcourus, 2 campings évacués, plus de 300 résidents pris en charge dans la salle des fêtes de la commune. Un terrible accident de la route dans le Pas-de-Calais. Hier après-midi, un choc frontal entre une voiture et un poids lourd sur la départementale 928 au niveau de la ville de Quesnoy en Artois. Bilan 3 morts, une mère et ses 2 enfants, une personne hospitalisée en urgence absolue et il y a un autre blessé plus légèrement. Une enquête est ouverte par le parquet d'Arras. Après le Royaume-Uni, la France confirme à son tour l'entrée en vigueur de l'accord migratoire entre les deux pays. Une expérimentation censée durer 1 an. C'est le fruit d'un compromis trouvé lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Londres début juillet. Il s'agit en fait d'un échange de migrants, un système inédit pour freiner la hausse des traversées illégales de la Manche, 25 000 depuis le début de l'année. Que prévoit précisément l'accord, Jean-Baptiste Marty ? Eh bien, il s'agit d'un système d'échange, ce que les Anglais appellent le one out, one in. Comprenez une expulsion, une admission, un expulsé réadmis en France, un demandeur d'asile admis au Royaume-Uni. Concrètement, tout migrant arrivant sur un bateau de fortune outre-Manche sans demande d'asile peut désormais être renvoyé par avion vers la France. Avec cet accord, les autorités françaises doivent le reprendre. Ces migrants seront ensuite accueillis dans un centre où leur situation administrative sera examinée. En contrepartie, le Royaume-Uni doit de son côté accepter tout migrant dont la demande d'asile est jugée recevable sur une plateforme en ligne. Londres dit vouloir donner la priorité aux pays en guerre ou ayant des liens avec le Royaume-Uni, par exemple le Soudan ou encore le Kenya, des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni. Officiellement, l'objectif derrière tout cela est d'affaiblir le business de la traversée de la Manche, un trafic qui peut rapporter pour les passeurs jusqu'à 10 000 € par migrant. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. À Paris, 200 migrants en situation irrégulière se sont installés hier soir devant l'hôtel de ville, bien décidés à y rester jusqu'à obtenir des solutions d'hébergement. Une action organisée par l'association Utopia 56 alors que les capacités d'accueil de sans-abri sont particulièrement limitées en période estivale. La mairie de la capitale appelle l'État à prendre en charge ces migrants. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau annonce l'interpellation d'un suspect après la diffusion d'une vidéo montrant un homme en train d'allumer une cigarette avec la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. La scène s'est déroulée lundi soir. Le mis en cause, placé en garde à vue, reconnaît les faits. Selon les informations du Figaro, il s'agit d'un sans domicile fixe de nationalité marocaine, déjà connu des services de police. 2 semaines après le débarquement forcé d'un groupe d'adolescents de confession juive d'un vol Vueling, une autre compagnie aérienne espagnole est impliquée dans un incident au relent antisémite. Oui, des passagers d'un vol opéré par Iberia entre Buenos Aires et Madrid en début de semaine racontent avoir reçu des plateaux repas tagués de l'inscription Free Palestine, Palestine libre, des mots écrits seulement sur les plateaux cachers, Wilfried de Villers. Oui, c'est la délégation des associations israélites argentines qui la première a relaté l'information alertée par plusieurs passagers de confession juive qui avaient commandé un repas cachère. Pendant le vol, au moment du repas, il est distinctement inscrit Free Palestine sur une étiquette blanche collée sur l'emballage en aluminium de l'un des plats. D'autres personnes ont-elles reçu leur plateau avec les initiales FP inscrites là aussi au stylo, précise l'organisation qui affirme avoir pris contact avec la compagnie aérienne espagnole. Dans un communiqué, Iberia reconnaît
l'incident tout en assurant avoir lancé une enquête en interne ainsi qu'avec les fournisseurs responsables du service des repas. Si les passagers concernés expliquent avoir reçu les excuses du pilote, tous déplorent cet acte antisémite. Un incident qui en rappelle un autre. Il y a 2 semaines, cette cinquantaine d'adolescents français de confession juive débarquaient d'un vol Vueling. La compagnie avait alors dénoncé le comportement perturbateur des adolescents, version démentie par leurs accompagnateurs qui évoquent des discriminations sur le fondement de la religion après que l'un des jeunes ait entonné un chant en hébreu. Wilfried de Villers. Il est nécessaire de vaincre totalement le Hamas et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Les mots de Benjamin Netanyahou hier lors d'une visite sur une base militaire après une réunion avec son cabinet de sécurité. Le Premier ministre israélien devrait annoncer le début d'une nouvelle phase de la guerre dans l'enclave. Dans le même temps, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est organisée au sujet des otages retenus par le Hamas. Steve Witkoff se rend à Moscou aujourd'hui. L'émissaire spécial de la Maison-Blanche doit rencontrer des dirigeants russes, peut-être Vladimir Poutine. À 2 jours de l'expiration de l'ultimatum fixé à la Russie par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Si les combats ne cessent pas, le président américain promet d'imposer de nouvelles sanctions à Moscou et à ses partenaires. Il est 6h07, vous écoutez Europe 1 matin. Quand des dealers tentent de se mettre les habitants de leur quartier dans la poche pour continuer leurs affaires en toute tranquillité. Cela se passe dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze. Des trafiquants déposent des courriers dans les boîtes aux lettres des habitants de leur quartier afin de leur proposer des services au quotidien, espérant ainsi s'attirer les bonnes grâces du voisinage et développer leur business sans entrave. Alexis Bourdon. Oui, pour s'excuser des nuisances sonores et d'éventuelles dégradations, les dealers de Bagnols-sur-Cèze proposent aux riverains de leur mettre à disposition des jeunes motivés. D'après le courrier distribué dans tout le quartier, cette main-d'œuvre peut faire les courses des habitants ou encore des travaux de bricolage. Selon Bruno Bartosetti, syndicat unité Police Zone Sud, cette démarche témoigne de l'impunité des trafiquants de drogue. La sanction, elle peut arriver, mais il passe pour beaucoup à travers les mailles du filet, comme l'ont fait beaucoup de trafiquants en Amérique latine. On se rapproche de la population, on achète la paix sociale et puis on passe à travers les mailles du filet. De toute façon, ils sont dans une démarche très simple. C'est l'argent à tout prix. On va jusqu'au bout, sans filet, et c'est très dangereux. Dans son dernier rapport, l'Office anti-stupéfiants assure que la France est un pays désormais sans zone blanche. Autrement dit, le narcotrafic est partout dans le pays. En juin dernier, l'OFAST comptabilisait plus de 2700 points de deal dans tout l'Hexagone. Alexis Bourdon. C'est peut-être devenu un réflexe pour vous, partager vos photos de vacances en famille sur les réseaux sociaux, oui, mais ce n'est pas sans risque. Certains pédocriminels considèrent en effet ces images d'enfants en accès libre comme du pain béni et n'hésitent pas à les partager sur le Darknet, l'internet illégal. 50% des contenus qui se retrouvent sur ce type de forum sont précisément récupérés sur les réseaux sociaux. De quoi faire réfléchir de nombreux parents. Laura Legault. Paul n'a que 3 mois, mais ses yeux bleus et son sourire sont déjà affichés sur le compte Instagram de ses parents, Victor et Agathe. Ouais, ça arrive. Que en story. C'est que des images temporaires. Un parent sur 2 partage des images de leur enfant sur Internet, selon l'Observatoire de la parentalité. Victor, lui, n'hésite pas à le faire, même si le sujet fait débat avec sa compagne. J'ai toujours dit à la fin du compte que je voyais pas trop où était le mal en fait à poster des photos du gamin en fait sur les réseaux. Moi, justement, j'aime pas. Parce que je pense qu'on sait pas où les images peuvent être. Un truc de pédopornographie, c'est horrible. Ces publications peuvent être détournées par des criminels, comme l'explique Églantine Camille. Elle est chargée de plaidoyer à l'association Caméléon qui lutte contre la pédocriminalité. Il suffit qu'un prédateur tombe dessus et l'enregistre et qu'en fait, il puisse l'utiliser à des fins pédocriminelles. Donc ça va être l'envoyer sur un forum sur le Darknet, en la commentant, par exemple, avec d'autres pédocriminels. Alors pour publier ces images, il faut respecter quelques règles. Si on veut la partager, peut-être prendre l'enfant en photo de profil, de dos, de façon à ce qu'il ne soit pas reconnaissable. L'association rappelle qu'une photo peut être utilisée pour traquer les victimes. 40% des pédocriminels ont déjà essayé de contacter les enfants repérés sur ces images. Le reportage européen de Laura Legault. En cette période de vacances, attention également aux selfies de tous les dangers. Certains touristes prennent en effet tous les risques pour obtenir la photo idéale, notamment en montagne, où des randonneurs peu expérimentés empruntent des chemins beaucoup trop difficiles pour eux, dans le seul but d'atteindre le meilleur point de vue. Les secouristes sont de plus en plus sollicités pour ce type d'intervention. Alors les policiers et gendarmes de haute montagne décident d'alerter le grand public. Noémie Loisel.
Sur les réseaux sociaux, les vidéos du lac de la Muselle et du Lovitel cumulent des centaines de milliers de vues. Mais derrière ces images, les secouristes sont déjà intervenus à 4 reprises sur cet itinéraire, explique Jean-Baptiste Bois, brigadier chef et secouriste à la CRS Alpes de Grenoble. C'est une génération où tout est centré sur le téléphone portable. On réfléchit même plus en fait, on va chercher directement sur le téléphone quelqu'un qui a fait la boucle où ça s'est bien passé mais quelques belles photos et les autres personnes veulent aller faire la même photo, la même randonnée, sauf que ils oublient qu'on est en montagne. C'est un milieu hostile, c'est un milieu dangereux qui demande de l'expérience, de la culture et qui demande du temps avant d'être à l'aise dans ce milieu-là. Une visibilité qui attire aussi de nombreux randonneurs, souvent peu expérimentés, poursuit le chef d'escadron Jérémy Fabre, commandant du PGHM de l'Isère. On a de plus en plus de personnes qui partagent leurs expériences. Il y a différentes applications comme Strava, Visio Rando, et donc qui s'appuient sur ces sources pour après expérimenter la montagne sans avoir forcément l'expérience. Depuis le début de l'année, la CRS Alpes de Grenoble a effectué une cinquantaine d'interventions de secours supplémentaires par rapport à la même période en 2024. Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis une minute de silence respectée à 1h15, 8h15 heure japonaise, l'horaire exact auquel l'armée américaine a largué la première bombe nucléaire de l'histoire sur Hiroshima le 6 août 1945, tuant 140 000 personnes. C'était donc il y a 80 ans jour pour jour. Une cérémonie était organisée dans la ville martyre en présence des représentants d'une centaine de pays. Merci Maël Hassani pour votre journal. 6h12 sur Europe 1, la météo des